Bonjour à tous et merci d'être là ce matin ou de nous écouter en replay. Donc, je suis Elisabeth de l'agence Mauvaise Herbe. Je m'occupe des relations presse et relations libraires pour différentes maisons d'édition de bande dessinée et de jeunesse. Et je m'occupe notamment de Maison Elisa. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de m'occuper de la modération ce matin. Donc, Flora de Maison Elisa s'occupe plus particulièrement de la communication et de la commercialisation. Sarah de la Cabane Bleue s'occupe de l'édition et de la fabrication. Et enfin, Angela s'occupe de la communication et de la commercialisation pour la Cabane Bleue. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord présenter vos maisons d'édition, Sarah? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde et merci d'être là. La cabane bleue, normalement on a une petite slide qui s'affiche, qui devrait pas tarder à s'afficher. Donc la cabane bleue, c'est une toute jeune maison d'édition puisqu'on l'a créée avec Angela l'année dernière, en 2019. Nos premiers livres sont parus en octobre. Et on a donc 7 titres actuellement au catalogue. On est une maison d'édition dont l'objectif est de sensibiliser les enfants à la protection de la planète et à l'écologie au sens large, donc par le biais essentiellement de livres documentaires et d'albums d'histoire. Et surtout, c'est une maison d'édition qui est animée par la volonté de faire du livre autrement, et notamment une volonté qu'on a articulée autour de 3 piliers principaux: la fabrication en France, l'éco-conception de nos ouvrages, l'éco-responsabilité et les valeurs éthiques. Voilà. Il faut réactiver le micro. Pardon. Flora, est-ce que tu veux nous présenter rapidement Maison Elisa? Oui, bien sûr. Alors, Maison Elisa, donc là aussi, il y a une petite slide qui va s'afficher bientôt. Mais Maison Elisa, c'est une maison que j'ai créée avec Pauline Basset et puis un autre associé qui ne travaille plus au quotidien avec nous aujourd'hui, Johan Date. On l'a créée en 2016. C'est une histoire d'amitié entre nous trois. Et puis, on aime la littérature jeunesse depuis toujours et on avait envie de créer une maison d'édition d'albums pour enfants, pour les enfants de 6 mois à 7-8 ans, et puis aussi pour les adultes passionnés, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont le droit d'apprécier la littérature jeunesse. Nous, ce qui nous tenait à cœur quand on a monté la maison d'édition, c'est de faire des livres de qualité, colorés, qui mêlent douceur et poésie, et puis aussi d'avoir un engagement solidaire et responsable. Solidaire parce que pour 5 livres vendus, on en donne un à un enfant qui a peu accès à la culture en mettant en place des partenariats avec des associations. Et responsable parce qu'on fait imprimer nos livres en France où on les lit sur du papier de forêt géré durablement. Et puis on détaillera aussi plus en détail tout ça dans la suite de la conférence. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez, Angela, est-ce que tu peux nous dire en fait le point de départ de la maison d'édition La Cabane Bleue? C'était vraiment pour être dans l'idée d'être responsable, solidaire? Oui, bonjour à tous, merci d'être présents et d'avoir la possibilité de parler de ce sujet qui est, de mon point de vue, essentiel aujourd'hui pour faire évoluer le secteur du livre. Donc oui, avec Sarah, on a monté la Cabane Bleue, c'est parti de nos valeurs communes. Pour faire juste un petit récap sur notre parcours, toutes les deux, on a fait des études de lettres et ensuite on est parti sur l'édition. On a cette passion commune, mais on se connaît depuis l'adolescence. C'est une histoire d'amitié également, comme Flora et comme Maison Elisa. Et donc, Sarah travaillait à Paris dans une maison d'édition de littérature jeunesse, mais qui fait partie d'un groupe parisien, d'un gros groupe d'édition. Et moi, je travaillais à Nantes pour une petite structure indépendante en littérature jeunesse également. Et en fait, c'est vrai que toutes les deux, quand on se retrouvait, on parlait beaucoup de des incohérences du secteur du livre, notamment les incohérences environnementales, le gâchis de papier, la surproduction, le pilon, mais également tout ce qui est social, les droits d'auteur, le fait que les
les artistes, soit les parents pauvres quand même de la chaîne. Il y avait plein de choses qui nous minaient un petit peu. Et en novembre 2017, quand on s'est retrouvés sur le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, les auteurs justement manifestaient par rapport à leurs droits. Il y avait une surproduction assez importante. Nous, ça nous a vraiment sauté aux yeux et on était un petit peu désorientés par tout ça. Et quand on s'est retrouvés dans le métro au sortir du salon, on s'est regardé, on s'est dit, est-ce qu'on ne montrerait pas notre projet, un projet qui va avec nos valeurs? Et puis, voilà, moi, j'ai dû répondre banco comme Valérie Lemercier dans La Cité de la Peur. Et j'ai dit banco. Et puis, après, ça ne nous a plus quittés. On a voulu créer la Cabane Bleue et se dire qu'on peut faire aujourd'hui du livre autrement, du livre jeunesse autrement. Voilà, pour le point de départ. Et vous, Flora, c'était quoi votre point de départ? Alors nous, chez Maison Lisa, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire d'amitié et une passion pour la littérature jeunesse, mais on vient pas du tout du milieu. Nous, aucun de nous trois n'avait travaillé dans le secteur de l'édition auparavant. En fait, c'est quand même Pauline et Joanne qui ont eu l'opportunité de faire un livre sur les costumes traditionnels dans le monde. Et puis, au fur et à mesure de ce projet qui a été édité dans une petite maison d'édition suisse, et Pauline s'est dit, en fait, moi, j'ai envie de porter le projet d'autres auteurs et illustrateurs. J'ai pas envie d'être autrice illustratrice, mais voilà, fabriquer des beaux objets, mettre en avant de belles illustrations et des beaux textes, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et moi, comme je suivais le projet de près, un jour, elle m'a proposé de monter cette idée folle de monter une maison d'édition. Et j'ai dit aussi, c'est parti. Alors, Joanne était un peu jaloux, donc il a dit, mais moi aussi, je veux en faire partie. Et en fait, il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'on avait des profils complémentaires et que c'était du coup une force en fait pour la suite. Et quand on a réfléchi à ce qu'on voulait faire comme maison d'édition, pour nous, ça s'est imposé tout de suite d'avoir une portée solidaire parce qu'on voulait faire certes des beaux objets, mais on savait le coût aussi que ça allait avoir et que tous les enfants ne pourraient pas y avoir accès. Donc, c'est pour ça qu'on a réfléchi à cette offre pour 5 livres vendus, un livre offert à un enfant qui a peu accès à la culture. Et puis, réfléchir aussi à l'impact écologique de nos livres, c'était quelque chose d'essentiel quand on s'est lancé. D'accord. Donc, en fait, pour chacune, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement, en fait, qu'est-ce qui vous fait dire que vous éditez de façon solidaire et responsable? Peut-être Sarah? Alors nous, concrètement, ça s'articule autour de 2 axes essentiellement. D'abord, tout ce qui est côté fabrication et puis tout ce qui est côté éthique, respect de l'être humain. Côté fabrication, puis côté respect de l'environnement au sens large. Donc, effectivement, on travaille, nous, avec un imprimeur en France qui est certifié Imprime Vert, avec des papiers issus de forêts durablement gérées, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui sont assez communes actuellement dans le secteur de l'édition. En France, il y a 97% des papiers utilisés dans l'édition qui viennent de forêts certifiées. Nous, on a voulu aller plus loin. D'abord, on a travaillé avec une fabricante qui est ultra engagée en termes d'écologie et qui nous a beaucoup aidé à faire les bons choix de prestataires, les bons choix de papier, les bons choix de format, etc. Et notamment, on a travaillé, nous, sur un format identique pour tous nos livres. L'ensemble de notre catalogue est au même format parce que c'est le format optimisé qui permet de gâcher le moins de papier possible chez l'imprimeur qui remplit entièrement la feuille d'impression. Et du coup, ça nous permet donc d'avoir moins de gâchis de papier, d'avoir moins de gâchis d'énergie au moment du cache des machines chez l'imprimeur. Ça nous permet de réimprimer facilement aussi nos titres, de limiter un peu le nombre d'exemplaires qu'on imprime pour chaque titre. Et donc, voilà, d'être vraiment le plus raisonnable possible. On a aussi choisi de ne pas avoir de pelliculage plastique sur nos couvertures, donc c'est du papier brut, du papier un peu plus épais, un peu plus costaud, mais qui nous permet du coup d'avoir quasiment que des matières renouvelables dans le livre et recyclables, ce qui était important pour nous. Après, ça passe aussi par une réflexion globale sur la chaîne du livre, sur comment on commercialise, comment on essaie de limiter le nombre d'invendus, le nombre de livres qui part au pilon, puisqu'il y a quand même
Faut le savoir, un livre sur 4 en France qui part en librairie et qui revient chez le distributeur avant même d'avoir été vendu. Et ça, pour nous, c'était pas possible du tout. Donc, on a choisi, nous, de se passer de diffuseur, par exemple, pour éviter cet aspect-là, pour vraiment être en contact direct avec les libraires et ne pas avoir trop de retours. Et ça, c'est plutôt Angela, du coup, qui s'occupe de cette partie-là. Et c'est cette partie-là qui va aussi avec tout notre engagement éthique, notre respect des êtres humains. Angela, je ne sais pas si tu veux C'est prendre. ça, ouais. Ouais, ça c'est le deuxième axe, c'est un fonctionnement respectueux de l'être humain. Finalement, l'écologie, c'est l'environnement et on fait partie de cet environnement. Et donc, nous, on voulait travailler d'une manière chouette avec les auteurs, notamment les artistes. Donc, gommer un petit peu le côté hiérarchique de l'entreprise traditionnelle pour passer sur un fonctionnement beaucoup plus collaboratif et participatif. Et surtout, faire en sorte qu'ils soient, eux, reconnus et bien rémunérés. Donc, comment on a fait ça? On a travaillé avec eux pour construire finalement leur contrat d'édition avec eux. Donc, on a fait une première trame de contrat qu'on leur a envoyé sur un outil collaboratif. C'est comme ça qu'on travaille. Et puis, tout le monde a donné son avis et on a réussi à trouver un contrat et un fonctionnement tous ensemble. Voilà, des droits d'auteur un peu plus haut que la moyenne, des réflexions autour de ça. Et aussi mettre tout le monde dans la boucle, le secteur du livre. On travaille sur notre outil collaboratif. Il y a des libraires, des bibliothécaires, des gens qui viennent de différents métiers du secteur du livre. Puis on travaille aussi beaucoup avec le public. On fait des ateliers édito grand public pour mettre tout le monde ensemble. Voilà. L'idée, c'est l'intelligence collective et un fonctionnement respectueux de l'humain. On travaille aussi en transparence avec nos auteurs, avec nos partenaires. On a communiqué tout de suite notre business plan à nos auteurs. Ça, c'était important aussi, qu'ils connaissent d'où on part. Voilà. On fait des points d'étape réguliers pour parler de ce qui se passe. On ne cache rien et on choisit aussi, bien évidemment, nos partenaires pour leurs valeurs humaines. On va travailler avec des petits artisans locaux. Par exemple, Carton Lune, qui est à Montreuil, justement, qui nous a bien aidés pour tout ce qui est présentation de stands. On a fait des petites choses en carton pour présenter des petits présentoirs pour nos livres, etc. On travaille avec des plus grosses entreprises aussi, des plus gros partenaires, mais c'est vraiment l'humain qui nous parle. Donc, si ces gens-là ont des belles valeurs, qu'on les partage et qu'il y a tout de suite que ça match, voilà, on travaille avec eux. Par contre, on refuse de travailler notamment avec, par exemple, Amazon. Voilà, on ne sera pas vendu sur Amazon. On va essayer d'être avec des gens qui partagent ces valeurs-là. On met en valeur des commerces indépendants, des librairies, des épiceries vrac. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir ce fonctionnement respectueux de l'être humain en plus d'une fabrication écologique. Merci. Et Flora, est-ce que tu peux nous dire aussi ce que vous avez mis en place pour concrètement, surtout au niveau solidaire, je crois? Oui, alors nous, quand on a monté la maison d'édition, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on savait que nos livres allaient avoir un coût parce qu'on voulait faire des beaux livres, des beaux objets, et puis les faire avec des imprimeurs qu'on connaît en Europe proche, c'est-à-dire France et Italie, mais on ne va pas plus loin. Et d'où la portée sociale des dons qu'on voulait faire et qu'on voulait mettre en place. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des associations et de leur donner des livres. Donc, c'est 1 sur 6. On fait un petit ratio sur le nombre de ventes qu'on a eu dans l'année et on donne en fonction de ce nombre-là à différentes associations. Donc, pour vous donner une idée, depuis notre création, on a donné plus de 3500 livres à des associations. On travaille beaucoup avec Bibliothèques sans frontières, avec qui on a un très bon contact et qui est impliqué dans beaucoup de projets, que ce soit en France ou à l'étranger. Biblionef aussi, qui est une association qui travaille sur différents types de projets, aussi en France et à l'étranger. On a donné des livres dans les hôpitaux parisiens, à une ONG qui travaille avec le Bénin, des associations aussi en lien avec l'insertion ou en lien avec les PMI à Paris. Et voilà, donc on peut toujours. L'idée, c'est de continuer sur cette lancée-là. On a donné aussi au SLPJ l'année dernière. Et
Et puis, alors, pour le côté responsable, voilà, nous, c'était quelque chose d'acquis dès le début, qu'on voulait imprimer en France ou pays frontaliers. Donc, on a essayé en Espagne, on n'était pas satisfait du résultat. Donc, on a trouvé un imprimeur en Italie avec qui ça se passe très bien et on a des très bons contacts. Et donc, de faire des petits tirages aussi, 1500, 2000 exemplaires. Et nous, pour justement utiliser tout le papier, ce qu'on fait, c'est qu'avec le reste de papier, on fait des affiches ou des choses qui vont être données aux enfants, des petites activités à faire, histoire de ne pas gâcher de papier. D'accord. Est-ce que vous pourriez me parler des problèmes que vous avez rencontrés? Parce que j'imagine qu'il y en a eu, Sarah. Alors, nous, un des principaux problèmes qu'on a rencontrés déjà, c'est on s'est heurté un peu au système de la chaîne du livre dont on faisait partie et dont on fait toujours partie. Et dans un premier temps, il a déjà fallu lutter contre nos propres réflexes à nous parce que faire du livre autrement, ça veut dire vraiment autrement. Donc, ça veut dire sortir de ses vieilles habitudes. Ça veut dire, par exemple, quand on a choisi volontairement de ne pas avoir de diffuseur, déjà nous, ça a été une décision très compliqué à prendre, qui a suscité beaucoup de débats entre nous deux. Et quand on l'a prise, derrière, il a aussi fallu la faire accepter à la profession, aux gens qui nous entouraient. Donc, beaucoup nous ont dit, mais en fait, c'est... comment vous allez faire, quoi? Comment vous allez faire? Bah oui, on va faire autrement. Et ça, c'était assez compliqué. Essayer de se sortir de ses réflexes, de faire sortir les autres de ses réflexes. Et c'est un travail sur lequel on est en permanence. Un des autres problèmes, entre guillemets, c'est aussi la méconnaissance du public. Je pense que Angela peut en parler mieux que moi. Bah oui. Enfin, en fait, c'est le fait que les gens ne se posent pas la question de la fabrication d'un livre et de son impact. Un livre, c'est bien. En fait, de base, c'est voilà, la culture, c'est souvent toujours vu comme quelque chose de bien. Donc, un livre, c'est bien. Voilà, c'est l'imaginaire, voilà, c'est plein de choses. C'est la culture. Donc, bon, on se dit pas d'où ça vient. Et pourtant, ça a un impact assez impressionnant. Donc, aujourd'hui, quand on parle de label bio et qu'on regarde tous d'où vient notre nourriture, qu'on essaye d'aller en local, en fait, le livre, c'est pareil. Il faut essayer de se poser cette question-là. Et comme on s'est heurté, nous, à cette méconnaissance du public par rapport aux problèmes écologiques du monde du livre, on s'est dit, voilà, comment on va faire pour leur en parler. Et donc, voilà, on fait la même chose que pour la nourriture. On en parle, on fait de la pédagogie, on sensibilise à ces questions. C'est vraiment, c'est hyper important pour nous de mettre ça en avant. Donc, on a une page engagement dans notre livre, vraiment une page pleine où on parle de ça, comment nos engagements, comment le livre est fabriqué, d'où il vient, tout. Voilà, on en parle sur notre site. On fait aussi des petites capsules. On s'engage sur les réseaux sociaux pour voilà, sensibiliser le public à ces questions-là. On fait des conférences gesticulées qui sont des conférences engagées pour parler de la chaîne du livre. Donc, comme ça, les gens, ils savent ce que c'est aussi que la chaîne du livre, parce que finalement, là, on en parle comme ça, la chaîne du livre, mais le grand public n'est pas toujours au fait de ce que c'est, en fait, et des maillons de cette chaîne et de leur impact aussi. Donc voilà, c'est ça, c'était un des problèmes, c'était de pouvoir justement ouvrir et de sensibiliser pour que les gens en apprennent plus. Donc voilà, on a dû, nous, c'est vraiment sur ça aussi qu'on travaille. Oui, je crois que pour Maison Elisa, c'est complètement différent les problèmes que vous avez rencontrés. Vous avez un diffuseur. Oui, alors nous, contrairement aux filles de la cabane bleue, quand on s'est lancé, on ne venait pas du milieu de l'édition. Donc, on s'est posé la question, diffuseur, pas diffuseur. Sauf qu'en fait, on a été obligé de prendre un diffuseur pour des raisons financières, en fait, parce que notre banque ne nous permettait pas de nous lancer sans diffuseur. Et ça a été aussi, du coup, j'allais dire l'occasion, en fait, c'est pas l'occasion, mais on a été obligé de faire des concessions, forcément, parce que le diffuseur impose aussi des choses qui, au départ, n'étaient pas notre choix. Par exemple, Amazon, notamment. Nous, on avait aussi dans l'idée de ne pas travailler avec Amazon, mais notre diffuseur nous a dit que c'était obligatoire, que la façon dont le système était fait, on ne pouvait pas passer outre, en tout cas si on travaillait avec un diffuseur.
Donc, bon, bah, on a fait avec. Et pour rebondir sur ce que disait aussi Angela tout à l'heure, nous, le fait aussi qu'on ne vienne pas du milieu du livre, eh ben, on a découvert justement toute cette chaîne du livre. Donc, petit à petit, alors, on s'est beaucoup renseigné avant, on a discuté avec beaucoup de gens, mais forcément, on apprend en tâtonnant aussi, en faisant. Et c'est aussi comme ça qu'on fait les concessions, qu'on fait des erreurs, qu'on revient dessus, qu'on apprend et qu'on avance. Pour la logistique des dons, par exemple aussi, notre idée, ce serait de donner à tout le monde, en fait, enfin, à tous ceux qui en veulent. Mais il y a aussi une logistique qui est compliquée parce que, en fait, il faut que ces dons puissent être récupérés parce que sinon, on paye des frais de port pour donner des livres. C'est encore plus que du don. Voilà, c'est pas possible. Donc, voilà, il y a toute cette logistique aussi. Derrière les belles idées, il faut aussi voir concrètement comment ça se passe. Et donc, des fois, il y a des petites déconvenues et des petites déceptions parce qu'on aimerait en faire profiter encore plus de gens, mais concrètement, c'est compliqué. Oui, et aussi pour toutes ces partis pris que vous avez, vous êtes engagé. Est-ce qu'ils se lisent dans votre ligne éditoriale? Est-ce que, Sarah, comme tu es l'éditrice? Oui, nous, évidemment, c'est intrinsèquement lié à nos valeurs et notre ligne éditoriale, puisque nous, vraiment, on ne propose des livres, on ne propose que des livres pour sensibiliser les enfants à la protection de la planète. Donc, que des livres qui traitent de nature et d'écologie. Après, nous, notre souhait vraiment dans notre ligne éditoriale, ça a été de proposer quelque chose qui reste toujours bienveillant. On ne veut pas culpabiliser les enfants, on ne veut pas leur faire porter le poids des problèmes écologiques qu'il y a actuellement sur la planète. Donc l'idée, c'est d'avoir d'un côté des albums qui sont plutôt des fables, des contes écologiques qui parlent d'écologie, mais de façon un peu détournée à travers des jolies histoires, des histoires sensibles, qui généralement se terminent plutôt bien. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de montrer qu'il y a un autre monde est possible et qu'on peut ensemble, on peut aller à l'encontre des problèmes qui existent. Et d'un autre côté, du coup, on propose des documentaires qui font découvrir aux enfants la richesse de la nature qui nous entoure. L'idée, c'est à chaque fois de faire découvrir des animaux, de faire découvrir la faune, la relation homme-animal, etc. Toujours avec un angle écologique. On va aborder les petits sujets écologiques, mais l'idée, c'est quand même plutôt de montrer la richesse qui nous entoure et surtout de la montrer de façon différente. L'écologie aussi, ça passe par qu'est-ce qu'on apporte, nous, de nouveau sur le marché du livre, entre guillemets, parce que si c'est pour faire le énième livre sur les dinosaures ou sur l'abeille, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, s'il y en a déjà plein avant nous. Donc, on a essayé de travailler sur des concepts, sur des approches qui sont différentes. Donc, du documentaire ludique, par exemple, avec la collection Suis du doigt, où l'enfant va être acteur de sa lecture en suivant le chemin et en choisissant lui-même son chemin. Du docu-fiction, où on se renverse la tendance avec Mon humain et moi, où c'est l'animal qui va raconter sa rencontre avec un être humain. Ce genre de choses. Vraiment, l'idée, c'est de sortir des logiques marketing qui parfois portent un peu trop certaines maisons d'édition. Ce qu'on appelle le Me Too en marketing, c'est tiens, mon concurrent il a fait un super livre, ça a hyper bien marché, moi je vais faire la même chose pour moi aussi gratter des parts de marché, c'est génial. Et nous clairement l'idée c'était de ne pas du tout être dans cette logique là, évidemment, donc de faire des livres qu'on travaille, qu'on prend le temps de travailler ensemble avec nos auteurs. Angela l'expliquait tout à l'heure, on travaille vraiment en collaboratif, c'est des livres sur lesquels on prend le temps. Tous nos livres de la collection Suis du doigt ont été relus par des relecteurs scientifiques, donc des spécialistes de l'animal dont il est question, qui ont permis de corriger à la fois le texte et les illustrations pour vraiment montrer avoir quelque chose de correct, scientifiquement parlant. Et j'en profite du coup pour rebondir, je crois que j'ai vu passer une question là dans le chat sur le nombre de titres par an, parce que évidemment ça passe aussi par ça passe par le fait de ne pas surproduire et de ne pas faire trop de titres par an. Quand on s'est lancé, nous on s'était fixé un maximum de 8 titres par an.
avec tout ce qui s'est passé cette année, la crise du Covid, etc., le fait que malgré ça, des éditeurs ont continué à surproduire massivement, voilà, on a décidé de ralentir encore plus la cadence. Donc cette année, par exemple, ne sont sortis que 3 titres. Et l'année prochaine, on sera probablement plutôt autour de 4, peut-être 6. On verra un peu en fonction aussi, nous, de comment on avance sur ces projets, si on a des coups de cœur, des choses comme ça. Bien. Et Flora, est-ce que tu veux nous parler de votre ligne éditoriale plus particulièrement? Oui, alors nous, quand on a lancé la maison d'édition, on s'est rendu compte qu'on était sensible aux livres qui portaient des valeurs qui nous tiennent à cœur, comme la tolérance, l'acceptation des autres, l'acceptation de soi. On a un album qui s'appelle Adèle qui est là-dessus, qui est très beau. Le voilà. Il y a aussi la bienveillance avec Bonjour le monde, qui est sur ces petits bonheurs qui s'enchaînent. En fait, quand on donne du bonheur à quelqu'un, cette autre personne est plus à même de donner du bonheur autour d'elle. Un jour d'été qui ouvre la discussion sur le bien-être animal et le respect de l'environnement, mais justement, ça ouvre la discussion sans être moralisateur. Et c'est ça qu'on aime dans les projets qu'on reçoit, et qu'on choisit surtout, c'est que c'est tout en subtilité, et on pense, nous, on est intimement convaincus que c'est par les livres que ça passe aussi, et que le livre a un rôle à jouer auprès des enfants. Alors, on n'est pas les premiers à le dire et on ne sera pas les derniers, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est ça qu'on avait envie de porter avec la maison d'édition. Et puis, on avait aussi, il nous semblait essentiel que nos auteurs et nos illustrateurs, ça rejoint à ce que disaient Sarah et Angela tout à l'heure, de faire en sorte que dans la maison, en fait, on s'appelle Maison Lisa, et qu'on s'y sente bien aussi en tant qu'auteur illustrateur, et du coup qu'on paye justement les auteurs et les illustrateurs qui aient un à-valoir, un pourcentage sur les droits. Alors évidemment, on est une petite maison d'édition, on n'a pas les moyens de Gallimard ou des grosses maisons, mais voilà, pour nous, on est une chaîne du livre, et tout le monde a droit d'avoir sa part, justement. Et pour finir, on fait 6 livres par an, voilà, pour le nombre de livres au catalogue, et pour rester aussi dans un nombre de livres raisonné, et ne pas ajouter à une surproduction importante. D'accord. Et on parlait des moyens aussi. Quels sont vos moyens de communication finalement? Parce que j'imagine que bon, ça rapporte pas énormément tout ça. Donc. Est-ce que, Angela, tu veux nous en parler? Oui, alors, nous, c'est vrai que la Cabane Bleue, on est parti pour monter la Cabane Bleue. Je pense comme Maison Elisa, on est parti d'un crowdfunding. Donc c'est vrai qu'on a mobilisé un réseau de gens qu'on connaissait, nos proches notamment, mais pas que, des gens qu'on connaissait, et voilà, qui nous ont effectivement bien aidés pour monter ce projet-là. Et puis suite au crowdfunding, on a monté nos réseaux sociaux, et aujourd'hui c'est vrai que c'est notre moyen le plus important pour toucher le grand public. Donc on est sur Facebook, Instagram, un peu LinkedIn, donc les gros réseaux sociaux. Par contre, voilà, nous on communique essentiellement comme ça. On a aussi une newsletter qu'on envoie voilà, à tous ceux qui ont envie de la recevoir, à ceux qui s'inscrivent, etc. On fait de la communication plutôt spontanée. On pense pas à la communication de manière marketing, ou pas trop en fait. On est vraiment sur nous, ce qu'on a envie de partager au public. Donc voilà, c'est plutôt des posts spontanés sur Facebook. On va pas trop se prendre la tête. On est plutôt dans l'optimisme aussi, mettre en avant à la fois nos livres, nos artistes, mais aussi les copains, parce que voilà, pourquoi que nous? Non, le monde il est vaste, il y a une diversité énorme, il y a plein de gens qui font des trucs super. Autant les mettre aussi en lumière, et c'est le partage, et c'est comme ça que ça marche aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on essaime le plus, quoi.
c'est en restant dans ce contact direct avec le public. Nous, on adore faire des salons. Là, cette année, c'est vrai que c'est un peu raté, depuis plusieurs mois, donc ça nous manque beaucoup, mais on adore parler de nos livres aux gens en face. Donc, on fait des petits marchés locaux, on en a fait cet été, mais on fait aussi des salons du livre, comme le SLPJ et d'autres. On passe aussi beaucoup par le circuit court, les AMAP, tout ça. Donc, c'est vraiment ce côté humain, encore une fois, quoi. La communication spontanée, on ne fait pas non plus de publicité. Donc, c'est vrai qu'à la fois, on n'a pas les moyens. Et de toute façon, même si on les avait, en fait, on a vraiment cette réflexion là-dessus sur comment faire aujourd'hui pour faire parler de soi et pas en faisant seulement de la pub, en alignant de l'argent ou des choses comme ça. Ou faire de la PLV non écologique pour les libraires. Non, nous, on a envie de faire des choses plus simple et plus spontané. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et on fait la même chose pour le relationnel avec les libraires. On les appelle, on va les voir et on n'a pas forcément des goodies qui n'ont pas de sens à leur proposer. Quand on a quelque chose à leur proposer, c'est quelque chose qui a du sens, qui va pouvoir les aider vraiment, qui va être durable dans le temps, etc. Donc, on pense les choses de cette manière-là. On optimise en fait le plus possible aussi pour avoir un impact moindre sur l'environnement. Voilà. D'accord. Flora, Maison Elisa, on est peut-être un petit peu dans les goodies. Oui, mais les goodies de qualité est fait. Là, tu portes une broche qui a été faite à la main par Studio Mademoiselle Jendo. Donc, c'est aussi dans l'humain, faire travailler les artistes, les artisans qui ont Oui, du parce que talent. je parlais, excusez-moi, je vous coupe, mais je parlais de goodies qui n'ont pas de sens. Donc là, du coup, c'est pas la même chose. Exactement. Et donc, oui, nous, on utilise évidemment les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est par là que la communication auprès du grand public passe, et pas que du grand public, hein, les libraires aussi, les bibliothécaires fonctionnent comme ça. Nous, on aime communiquer par ces canaux parce que ça permet de montrer les illustrations, voilà, d'être dans l'image aussi, dans la vision de ce qu'on fait. Et puis, nous aussi, on adore l'échange avec les gens en salon. Voilà. Après, nous, contrairement à des grosses maisons d'édition, on a peut-être plus pris le temps de réfléchir à nos outils physiques. Ce que je disais tout à l'heure, d'utiliser, après peut-être que c'est ce qu'ils font aussi, hein, j'avoue, je ne sais pas comment fonctionnent les grosses maisons d'édition, mais d'utiliser le reste de papier pour faire des affiches, voilà. Et par exemple aussi, notre catalogue, pour nous, ça n'avait pas de sens d'avoir, voilà, de faire un catalogue en papier un peu moche qui est jeté quelques minutes après. Nous, on avait envie de faire un bel objet, quelque chose d'un peu précieux, en fait, qu'on a envie de garder. Et donc, il y a ces petites cartes, c'est pratique parce qu'on peut les rajouter au fur et à mesure de nos nouveautés. Et en même temps, après, chacun peut les utiliser comme il veut, les afficher, les garder, les mettre en cadre, voilà, sous cadre. Donc, chacun choisit, mais ça en fait quelque chose vraiment un bel objet qu'on a envie de garder, qu'on ne va pas jeter facilement, je pense. Et ça, c'est l'avantage peut-être de petites maisons où on a le temps du recul, on est plus agile, on peut changer d'idée et se remettre en question et mettre en place rapidement nos remises en cause. Voilà. Alors après, c'est un long chemin, hein, on a encore plein de choses à faire, mais c'est ça aussi qui est chouette. Merci. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des nouveautés que vous avez je pense qu'il y a des nouveautés Maison Elisa qui sortent aujourd'hui. Je vais habilement partager l'écran pour vous montrer les nouveautés. Tout d'abord de Maison Elisa. Alors, comme tu disais, Elisabeth, aujourd'hui, on a 2 sorties en librairie. La Bibliothèque de la Forêt, qui a un petit album d'une poésie vraiment
j'allais dire folle, c'est peut-être un peu exagéré, hein, mais c'est un album qui est très délicat et plein de poésie, très contemplatif. Il y a peu de textes et on suit en fait des animaux qui vont dans la bibliothèque qui se trouve dans la forêt et on suit leurs activités dans la forêt. Donc là, vous allez voir juste 2 doubles pages. Voilà, c'est pour donner envie de lire, de passer du temps dans ces lieux que sont les bibliothèques. Alors, nous, on n'a pas de bibliothèque dans la forêt, mais pourquoi pas, hein. Et les bibliothèques sont des lieux aussi assez magiques. Voilà. Donc, à découvrir aujourd'hui en librairie, 13,90 €. Et Une étoile sur la route, qui est un album écrit par Pog, qui est un auteur qu'on aime beaucoup chez Maison Lisa, qui a déjà travaillé avec nous sur La Grande Inconnue, et illustré par Lily Labaleine, qui est une de nos illustratrices phares, qui travaille avec nous presque tous les ans sur un album. Là même, on en a eu 2 cette année, la chance. Et le petit plus de cet album, c'est qu'il y a une caravane à fabriquer, à monter en volume, qui a été conçue par Papier Plié, qui est un artiste designer papier nantais. Et là, l'histoire, c'est une histoire peut-être plus classique comparée avant à la bibliothèque dans la forêt. Mais le point de vue est original puisque c'est une caravane qui raconte l'histoire et c'est l'histoire de transmission de vie de caravane. 15,90 € du coup. Et vous voyez Je ne suis pas allée assez vite. Non, pas de problème. Et juste très, très rapidement, en 2021, février 2021, on va avoir Dans la montagne qui va sortir. Je ne sais pas si vous connaissez Dans le jardin, qui est un de nos best-sellers. C'est un livre sans texte qui fourmille de détails. Et là, Irénée Pénadi a voulu continuer son retour en enfance avec son frère et sa sœur. Et elle s'est replongée dans ses balades dans la montagne qu'elle avait l'habitude de faire. Donc l'idée est la même que Dans le jardin, on parcourt la montagne à travers les différentes saisons. Et moi, ça me touche beaucoup parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance aussi, et je pense que ça va être le cas pour pas mal de gens. Merci. Alors, La cabane bleue, les nouveautés? Oui, alors je fais très rapidement, si on veut laisser la place à quelques questions. Du coup, donc nous, nos prochains titres, comme je le disais, sortiront en janvier, puisqu'on n'a sorti que 3 titres cette année. On a d'abord donc un album dans la collection Suis du doigt, qui est donc notre collection de documentaires ludiques où l'enfant peut suivre un chemin du doigt et à chaque page choisir le chemin qu'il emprunte. Et selon le chemin qu'il a choisi, il ne va pas se passer la même chose et donc il va découvrir des éléments différents de la vie de l'animal. Donc là, en l'occurrence, La chauve-souris, qui est le titre qui sort en janvier. C'est une collection qui est toujours écrite par Benoît Broyard, à chaque fois relue par un scientifique. Donc là, en l'occurrence, Michel Lemaire du Muséum d'histoire naturelle de Bourges, qui est un des grands centres d'études des chauves-souris en France. Et c'est illustré par Margot Grapp, qui est une jeune illustratrice pour qui on a eu un coup de cœur aussi. Elle a aussi publié des livres chez Maison Elisa d'ailleurs. Et donc, voilà, Suis du doigt la chauve-souris. On apprend plein de choses sur la chauve-souris, qui n'est pas un animal dont il faut avoir peur, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Voilà. Et l'autre titre, qui sort également en janvier, ça s'appelle Wolfgang et moi, et c'est la suite de la collection Mon humain et moi, où a été déjà paru Charles et moi, qui parlait de Charles Darwin et de son poulpe. Et là, on est sur Mozart et son étourneau. Donc en fait, c'est l'étourneau, Lorenz, qu'on voit ici, qui va raconter sa rencontre avec Mozart. C'est du docu-fiction, donc c'est vraiment écrit sous la forme d'un album. C'est une histoire qu'on peut lire à partir de 6 ans, qui raconte cette rencontre, cette complicité qui naît entre l'oiseau et le compositeur. Ça parle aussi de l'influence qu'a eu cet étourneau sur l'œuvre de Mozart, puisqu'on pense qu'il est quand même à l'origine du personnage de Papageno dans La flûte enchantée. Et donc voilà, c'est écrit par Emmanuel Grunman, qui est autrice jeunesse, qui est éthologue, donc spécialiste du comportement animal notamment, et qui a eu à cœur de montrer cette complicité homme-animal. Et c'est illustré par Olivia Sautreuil, à qui on doit notamment le feuilleton d'Artémis, qui est une super illustratrice qui a vraiment apporté sa touche de couleur et de fantaisie à l'univers de Mozart. Nos petits chouchous.
Merci. Alors, on a quelques minutes, je crois, pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez vu des questions? J'ai vu une question de Anne Loyer, qu'on connaît un petit peu, qui nous demandait si tout cela était vraiment viable. Je réponds. Flora, est-ce que tu veux nous... Sarah, sinon. Alors, question difficile, hein, c'est pas facile de répondre à cette question. Est-ce que c'est viable? Alors nous, on est encore là aujourd'hui après 4 ans, donc on se dit que pour l'instant, c'est viable. Et après, on espère que sur la durée, oui, ça va porter ses fruits et qu'on va réussir à porter ces mêmes valeurs et sur la durée. Nous, on y croit. Sarah? Bon, est-ce que c'est viable? Bon, c'est vrai que nous, on est hyper jeunes en termes d'années d'existence de la maison, donc c'est très difficile pour l'instant de répondre à cette question, notamment avec cette année 2020 qui est quand même venue un peu perturber toutes nos prévisions. Après, nous, dans ce qu'on prévoyait, hein, c'est que ce soit viable. Effectivement, à terme, on a fait en sorte que justement ce qui pouvait poser problème en termes, j'ai vu la question par exemple en termes de fabrication, ce dont je parlais au début, c'est-à-dire le fait de faire un même format pour tous nos livres et d'imprimer tous nos livres en même temps chez l'imprimeur, c'est aussi ce qui nous permet de réduire les coûts et d'avoir des coûts, même en imprimant en France, même en utilisant des papiers écologiques, etc., mais d'avoir des coûts qui sont raisonnables, qui sont du coup pas beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir en partant en Europe de l'Est. Et donc, c'est en agissant sur ces leviers-là qu'on essaye qu'on pense réussir à obtenir quelque chose de viable sur la durée. C'est aussi, par exemple, le fait de se passer de diffuseur. Ça permet d'avoir un travail un peu plus pointu sur la commercialisation et donc, financièrement, d'être un peu plus à l'équilibre. Voilà, c'est plein de petits leviers sur lesquels on appuie et qui nous permettent de trouver cet équilibre. D'imprimer en amalgame aussi, ça peut aider. Nous aussi, on fait imprimer plusieurs de nos livres en même temps pour mutualiser les coûts et du coup, ben, ça et les transports aussi, mutualiser les transports. Et pour l'instant, on s'en sort. Oui, puis aussi, je pense aller vers d'autres canaux de diffusion, en fait. Nous, c'est ce qu'on fait avec la cabane. Enfin, il y a ça, il y a être créatif, il y a, je pense, des possibilités. Et bah, je sais pas, moi, je suis assez. Je pense que ce sera effectivement viable à terme. Là, maintenant, bah voilà, on est au tout début de nos maisons. Mais, je suis assez optimiste sur ça parce que bah, on essaye de faire en sorte, on pense les choses comme ça. Et puis. Et voilà, puis on cherche pas non plus, on cherche justement à ce que ce soit viable simplement. Et voilà, on sait pas ça va pas être. On est dans un secteur qui est pas facile, mais et qui est à rééquilibrer. Et je pense que voilà, il y a plein de petites structures qui commencent à être dans cette dynamique-là. Et à terme, je pense que ce sera effectivement, on l'espère, viable. Ouais. Merci. Et une question du public, en fait, est-ce que vous faites attention dans votre mode de vie professionnel à l'informatique, à acheter responsable? Voilà, est-ce que vous voulez parler un peu de ça? J'imagine que oui. Je pense qu'aujourd'hui, enfin après, non, il y a des gens qui sont pas du tout sensibilisés à ça, c'est sûr, mais nous, on essaye, oui, d'y penser, de réfléchir à ça. Alors aujourd'hui, en termes de matériel informatique, pour trouver du matériel informatique responsable, nous, on n'a pas encore trouvé, hein, mais après, on essaye de le garder à l'esprit. Après, on ne va pas dire qu'on est 100% parfait parce que ce n'est pas le cas, c'est sûr. Mais de le garder à l'esprit, ça permet de se poser la question, en tout cas quand on arrive au moment où il faut faire des choix. Et voilà. Oui, pour rebondir sur ce que dit Flora,
nous, effectivement, on est parti de nos valeurs. Enfin, ça vient du perso aussi. Hein. C'est ce qu'on fait dans notre vie perso qui nous a aussi mis la puce à l'oreille dans nos vies pro en se disant, bah, voilà, il y a quelque chose qui correspond pas et c'est pas possible. Maintenant, encore une fois, et là, faut être un peu modeste aussi sur ça. On est des enfants du capitalisme. Hein. On est né au 21e siècle en France, dans une société occidentale plutôt riche. Nous, on vient après je parle pour Sarah et moi, on vient de milieux sociaux relativement favorisés, donc culturellement ça va, on n'a jamais manqué de rien, alors c'est pas non plus, voilà, c'est pas la folie, mais ça va en fait. Donc oui, on a cette chance-là, donc on a ces réflexions-là dès le départ. Enfin, voilà, c'est du coup, aujourd'hui on fait au mieux. Maintenant, on fait au mieux avec l'existant. Et l'existant, nous, notre société, c'est ça. Donc, c'est pas facile hein, parce que ça a ses contradictions. Et du coup, au quotidien, dans nos vies, on fait au mieux. Du coup, dans le pro, on fait pareil. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire au mieux? C'est ce que disait Flora. On réfléchit, on trouve des solutions, on teste aussi parce qu'il faut tester, hein, parce que on ne peut pas savoir si on n'a pas testé. Et il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins. Puis parfois, on baisse un peu les bras et puis parfois, on se dit, si, en fait, il y a d'autres gens qui nous inspirent et qui nous donnent des solutions. Voilà, effectivement, on n'est pas parfait. C'est vraiment le faire au mieux. Et que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie pro. Moi, je suis pas là pour donner un exemple. Nous, on a des toilettes sèches depuis 4 ans, 5 ans. Et c'est génial, quoi. Tout le monde s'y met, les enfants, ça y est, c'est rentré dans notre vie. Et on pourrait C'est la fin de la conférence, je suis Voilà. désolée. Merci beaucoup à toutes les Merci à vous. intervenantes.